Bienvenue dans Conservation Journey, le podcast qui laisse la parole aux personnes et aux organisations engagées pour la préservation de la faune et de la flore sauvage. Dans cet épisode, je laisse le micro à Floyd, un militant écolo, dirigeant de l'école Ecologica, qui forme ceux qui veulent changer le monde. Bonne écoute. Ecologica, du coup, est une école supérieure dédiée aux questions de transition écologique et sociale. Plus précisément, nous, on appelle ça la transition résiliente, désirable et solidaire. Alors, pour plein de raisons, on a choisi ces mots-là, mais on pourra y revenir si vous le voulez. Me concernant, moi, initialement, je suis enseignant en écologie politique à l'IEP de Lyon, à Sciences Po. J'ai des ouvrages sur des questions de transition écologique, des essais, en fait, exactement. Voilà, plutôt sur les questions liées au numérique, projet de société. Et un ouvrage qui s'appelle Pourquoi le smartphone fera échouer la transition écologique, donc très orienté sur les questions un peu de rapport à la technique. Et puis le second s'appelle Mettons fin au productivisme, qui est à paraître, voilà. Je vous dis ça aussi parce que avant d'être co-directeur d'une école, mais comme je le préciserai tout à l'heure, moi je suis surtout un militant écolo à la base. Voilà, je suis élu par ailleurs à la mairie de Villeurbanne et à la métropole de Lyon, donc sur des sujets en lien avec les déchets, le numérique, la publicité et puis vous l'avez compris donc la gestion de l'eau, compte tenu de ma réunion du jour. Peut-être pour faire le lien avec mon parcours et pour vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de l'école. Moi, en tant qu'enseignant en écologie politique, j'ai travaillé dans beaucoup d'écoles supérieures, essentiellement donc à Sciences Po, dans les universités aussi, un peu partout en France, hein, je suis intervenu, même si c'est quand même très largement évidemment sur la région Rhône-Alpes, enfin Auvergne-Rhône-Alpes puis Auvergne-Rhône-Alpes. Néanmoins, j'ai aussi beaucoup intervenu dans le privé, notamment dans des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des écoles de com, des écoles de journalisme. Et je faisais partie d'un collectif. Alors, j'en parle au passé, mais en vérité, ce collectif, il n'existe plus en tant que tel parce qu'il a plus les mêmes objectifs. Mais néanmoins, les personnes qui en faisaient partie sont toujours là puisqu'elles sont quasiment toutes enseignantes au sein d'Ecologica. Un collectif d'enseignants qui a essayé pendant près de 10 ans de faire bouger les lignes dans les écoles, les universités sur les questions de transition écologique et sociale. Ça peut paraître fou, mais il y a 10 ans, il y avait rien, hein, ça n'existait pas, c'était un non-sujet. Je suis pas en train de vous dire qu'aujourd'hui, c'est bon, c'est la panacée et tout est bien, loin de là, hein, très clairement. Mais là où aujourd'hui on peut s'interroger sur la pertinence des contenus, il y a 10 ans, on pouvait s'interroger sur le fait de l'inexistence des contenus. Donc voilà, j'ai participé à la création d'une autre école à une époque, qui s'appelle Sup Écolidaire, et donc dans plein de formations, typiquement à Sciences Po, j'ai créé le cours de transition écologique. Dans plein de formations, j'ai participé à la création et à l'animation de ces cours et j'ai fait un constat, le collectif a fait un constat, hein, on était une dizaine quand même, c'est qu'en fait, créer des cours sur les questions de transition, c'est bien, mais en fait, faire bouger les lignes sur le paradigme de ces écoles, c'est quand même un peu mieux. Parce que, même quand on parle de transition, de changement de modèle et cetera, si à côté de ça, on continue à apprendre à vendre des trucs comme avant, à être un ingénieur comme avant, à construire, des offres commerciales, à construire des politiques publiques comme avant, en fait, on change pas la vision du monde. C'est juste de la dissonance dans le meilleur des cas. Ce que j'appelle de la dissonance, c'est bien sûr un constat que, rien ne va et qu'à côté de ça, bah, on sait pas comment changer les choses et on n'apprend pas à changer les choses, on apprend à reproduire ce qui fait que ça va pas. Et c'est vraiment une dissonance que moi j'ai vue pointer le bout de son nez et qui a été vécue par beaucoup d'étudiants. J'en parle au passé, mais c'est toujours dans le présent, dans beaucoup d'écoles que je continue à fréquenter. Alors plus avec le même statut, parce que j'enseigne seulement à Sciences Po aujourd'hui en dehors d'Ecologica, mais néanmoins avec des liens qui sont très forts. Voilà, ça c'est la première chose et puis, l'autre constat qu'on a fait à l'époque, alors là, c'est plutôt avec ma casquette de l'époque qui était, de fondateur et président d'une organisation qui s'appelait CIE, Conscience et Impact Écologique, qui était une fédération nationale d'éducation populaire à la transition écologique. C'était la plus grosse en France, hein, sur les questions d'éducation à la transition. C'était 400 bénévoles, 15 salariés, 3000 interventions par an réalisées, donc c'était des dizaines de milliers de personnes chaque année, hein, qui étaient touchées. C'était un gros mouvement citoyen, c'était chouette. Et on faisait le constat que font quasiment toutes les organisations, enfin les 3 quarts en fait exactement, hein, c'est le baromètre de l'ESS qui l'indique. Les 3 quarts des organes de l'ESS, associations, ONG, entreprises et des collectivités, même si on les range pas dans la même catégorie, prétendent avoir des difficultés à recruter. Non pas à recruter parce qu'il n'y a pas de candidats, hein, je vous informe si vous ne savez pas que il y a une multitude de gens d'une trentaine d'années en gros, hein, entre 30 et 40 ans, qui cherchent à se réorienter après des études
initiales, du coup des boulots qui manquent de sens, selon ces personnes-là. Donc ils cherchent à se réorienter très souvent sur des questions de transition, des questions liées à l'ESS, des questions sociales bien sûr, des questions d'entraide et cetera. Et en fait, nous, en tant qu'orga, on fait un constat, c'est que, bah, ils sont super ces personnes-là, hein, c'est top, on est très contents. Mais en fait, bah, ils ont pas forcément exactement les compétences en adéquation avec les manières de travailler au sein de l'ESS. Et merci Émilie pour la précision. Effectivement, l'ESS, c'est l'économie sociale et solidaire. Donc les compétences, mais également la vision du monde et les savoirs constitués. Parce que, bah, travailler dans l'ESS, c'est pas la même chose en termes de manière de travailler, mais c'est pas non plus la même chose en termes de défense du modèle. Dans le sens où on n'est pas là simplement pour faire un développement, exponentiel d'une société, on n'est pas là pour, augmenter, la rentabilité, à tous les prix, loin de là. Et même au contraire, la structuration de l'ESS aujourd'hui sur le versant transition écologique et sociale se fait à travers des groupements comme les Licornes ou l'Opération Milliard, qui ont vocation à essayer de changer le modèle de société carrément, hein. On parle vraiment d'une ambition de dire: «OK, en fait, faisons concurrence à l'économie traditionnelle à travers, l'ESS», et donc nous, on est membre de ces réseaux et Ecologica, ça doit être un peu l'outil de formation privilégié de l'ESS et du coup de cette, ambition. L'ESS effectivement se caractérise d'abord par un mode de gouvernance qui est très différent et qui change vraiment tout, en tout cas de mon point de vue, hein. Dans le sens où quand on est dans l'ESS, on est généralement sur des gouvernances partagées. Sur le format associatif, ça vous paraîtra assez logique. Sur le format, entreprise, ça passe soit par ce qu'on appelle des scopes. Donc là, c'est la gouvernance partagée entre les salariés. Un salarié égale une voix. Ce qui veut dire que c'est pas le pouvoir n'est pas dans les mains d'actionnaires ou dans les mains d'une direction, qui peut faire ce qu'elle veut. Et dans le cas d'une SIC, une SIC, ça s'écrit SCIC, on est sur une société coopérative d'intérêt collectif. Donc là, c'est la même chose. Il y a les salariés, mais il y a aussi d'autres parties prenantes. Ça peut être des partenaires, des collectivités, etc., qui peuvent aussi être dans la gouvernance et qui vont avoir des droits de vote en fonction de la proportion qu'on va leur donner dans les statuts. Voilà, bref, je passe les détails, hein, mais vous comprenez que du coup, à partir du moment où les décisions sont prises directement par les premiers concernés, et du coup, ça permet de défendre quand même beaucoup de critères qui sont complètement différents des critères traditionnels d'entreprises qui cherchent plutôt un développement exponentiel. Voilà, ce que je voulais vous dire un petit peu en termes de contexte, c'est donc, on est arrivé à un constat, donc il manquait un outil de formation, adéquat. On a passé 2 ans à travailler avec, tout ce beau monde, un peu dans tout le pays, hein, encore une fois principalement parce qu'on est sur Lyon, hein, donc principalement sur le bassin lyonnais, mais ça a largement dépassé ça. Donc tout ce beau monde a travaillé pendant 2 ans pour définir ensemble, en gouvernance partagée déjà, le contenu des formations, les contenus pédagogiques, les critères d'évaluation, la gouvernance elle-même, les modalités d'inscription, enfin bref, tous les détails, finalement de cette organisation quoi, à venir. Et donc on a créé l'école à partir de ce travail-là. Ecologica aujourd'hui, du coup, c'est vraiment une identité forte, à la fois autour de cette idée que c'est une école qui assume le fait que la transition écologique et sociale, c'est un changement de modèle de société, un changement de modèle économique, politique. Je pense que vous l'avez bien saisi. Elle s'inscrit aussi dans une gouvernance partagée, donc c'est unique en France, hein, avec 4 collèges de gouvernance, les enseignants, les partenaires, les salariés et les étudiants. Ils disposent en gros chacun d'un quart des droits de vote, hein, dans les différentes instances que sont l'assemblée générale, le conseil d'administration, le conseil pédagogique, le conseil social, et du coup dans laquelle on va donner une place aussi très forte à cette question sociale aussi dont je parlais précédemment. On bosse beaucoup sur la qualité de vie étudiante, à la fois sur des questions liées à la santé, à l'alimentation, au logement. Je pourrais donner des détails si ça vous intéresse, hein, mais il y a 8 chantiers de la qualité de vie étudiante qui sont en permanence travaillés, qui sont un peu, enfin, qui font partie un peu de nos fiertés quand même, qui sont d'ailleurs fiertés partagées par les étudiants parce que c'est parfois amené par eux aussi, donc ça c'est chouette. Par ailleurs, d'un point de vue pédagogique, on va trouver vraiment un équilibre entre des logiques académiques où on a besoin de donner à nos diplômes, une certaine valeur, et d'ailleurs on est assez regardant là-dessus parce qu'on n'a pas du tout envie de nourrir la réputation des écoles privées, qui font qu'on achète son diplôme. Moi, c'est pas ma philosophie du tout en tant que militant déjà, écolo et en tant qu'enseignant à Sciences Po. Alors le but, c'est pas de faire du Sciences Po, hein, vous inquiétez pas, mais néanmoins d'assurer quand même un certain niveau académique pour des raisons aussi d'équivalence de diplôme, de valeur de diplôme, etc. Mais aussi parce qu'il y a plein d'exercices académiques qui sont super pour construire la pensée, pour réfléchir, pour développer l'esprit critique. Moi, ça me fait beaucoup de bien à la fin des années d'entendre des étudiants qui n'étaient pas du tout dans ces logiques-là revenir complètement d'un avis très flippé sur les exercices académiques et dire ah ouais, je comprends mieux pourquoi vous nous le proposez et à quoi ça sert, quoi. Et puis d'un autre côté, on trouve l'équilibre avec des logiques qui sont beaucoup plus issues de l'éducation populaire, où on va s'autoriser des cours en extérieur, des pédagogies inversées, des évaluations par les pairs, enfin tout un ensemble de choses, très chouettes, très dynamiques,
La pédagogie au sein d'Ecologica, globalement, est très horizontale, hein, ça c'est clair. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de 2 cours qui se ressemblent, en fait, au sein de l'école et ça, c'est assez chouette pour entretenir aussi l'attention, hein, bien sûr, au fur et à mesure des semaines qui passent. Et par ailleurs, moi, là, pour le coup, c'est un peu plus personnel, mais une note de nos fiertés, mais qui est une fierté à moi en particulier, c'est quand même notre équipe pédagogique. Parce qu'on sait qui intervient, pourquoi cette personne intervient, à quel moment elle intervient. Cette personne-là, elle connaît les gens qui interviennent sur les sujets connexes. Ça peut paraître anecdotique que je vous raconte, mais peut-être pas, tout simplement parce que, si vous n'êtes pas au courant, moi, je n'ai jamais vu une école où les enseignants se parlent. Je n'ai jamais vu ça et j'en ai fait un paquet. Pour vous dire, vous avez le site de l'école et vous avez l'équipe pédagogique, vous avez l'ensemble des enseignants. Ça, pareil, vous le trouverez, enfin, moi, j'ai jamais vu ça sur une autre école et c'est un peu un truc qu'on veut mettre en avant parce que nos enseignants, c'est pas juste des prestataires pompés au lance-pierre et qui viennent remplir des cases. C'est des personnes qui ont vraiment des parcours hyper importants, hyper riches et qui apportent du réseau à la fois entre eux, mais également pour vous, enfin, pour vous, les étudiants, pardon. Et ça, c'est hyper important. Donc voilà, bon, j'ai mis par hasard Anne-Cécile, qui bosse sur des questions d'égalité femmes-hommes, lutte contre les discriminations, qui est à la fois en formation continue et en formation pro chez nous, en tant qu'enseignante et formatrice. Mais du coup, voilà, vous avez quand même pas mal de détails sur chacun de ces enseignants, et ça, c'est quand même vraiment quelque chose qui est précieux pour nous. Voilà, donc on a, nous, aujourd'hui, une logique de pilier pédagogique. C'est pas peut-être ça qui va le plus vous parler, vous inquiétez pas, je vais arriver sur le concret ensuite, mais néanmoins, qui donne des intentions importantes d'un point de vue plutôt de la philosophie pédagogique de l'école. D'abord, on a un pilier pédagogique qui s'intitule Penser, comprendre le monde. Ce sont des apports essentiels sur les savoirs constitués, sur la question de la vision du monde dont je parlais tout à l'heure. N'allez pas croire qu'une école ne peut être neutre, enfin une école, une université, peu importe, même une entreprise hein, peut être neutre en matière de vision du monde, hein, ça n'existe pas. Hein. Quelqu'un qui va vous dire qu'il est neutre, c'est qu'il est extrêmement conservateur, malgré lui. Hein, ça ne veut pas dire que c'est volontaire, mais en tout cas nous on est plutôt dans l'idée non pas de dire aux personnes ce qu'ils doivent penser, évidemment, mais d'être sur des approches quand même assez critiques aussi. Et pour ça, ça passe par des savoirs constitués sur les enjeux d'abord, la maîtrise des enjeux environnementaux, de justice sociale, démocratique. C'est ce qu'on appelle une approche systémique hein, qui va mettre en relation les sujets les uns avec les autres. Chez nous, l'écologie, c'est pas seulement une discipline scientifique, c'est aussi cette idée de penser en écosystème social, hein, notre société. Et donc pour ça, on va s'appuyer sur des sciences de la matière et du vivant, sur des sciences humaines aussi, et avoir une approche comme ça à la fois systémique et complexe. Le second pilier qui va être autour des compétences, développer ses compétences pour devenir un professionnel engagé, qui va nous proposer à la fois des compétences classiques, qui sont des compétences qu'on va retrouver dans plein d'autres formations. Hein. Je pense à l'intelligence collective, au management, je pense aux questions de marketing. Alors nous, on va pas donner les mêmes intitulés, la communication, etc. Mais en fait, nous, on va pas du tout les apprendre de la même manière. Le management chez nous, c'est pas une posture hiérarchique, c'est une posture pédagogique. La communication, ça passe par autour de la sobriété éditoriale. Les outils informatiques, c'est quasiment orienté 100% sur du logiciel libre et de la réparation d'objets, connaissances de base autour de la réparation informatique. Bref, vous avez compris un peu l'idée. On change vraiment de paradigme dans les manières de faire. Et tout ça, ça va nourrir vraiment les besoins notés et annotés par les structures de l'ESS dont je parlais tout à l'heure. Et puis le troisième pilier qui est autour de l'expérience. Donc là, il s'agit plutôt de s'immerger dans des expériences, de vivre des expériences, agir concrètement. Ça passe évidemment par des stages, éventuellement par de l'alternance. Ça passe par des immersions dans des chantiers d'apprentissage. Donc là, l'idée, c'est vraiment de développer des savoirs manuels, de se confronter à ce que c'est que la réalité sur le terrain, à travers des expériences aussi, de faire des choses avec ses mains et des expériences qui sont au choix des étudiants aussi. Je pourrais y revenir si vous avez des questions là-dessus. Il y a évidemment des projets tutorés, des commandes professionnelles en lien avec les partenaires, des rencontres de professionnels tout au long de l'année pour développer son réseau, des visites de terrain. On va aussi créer de l'inspiration auprès des étudiants en allant visiter tout un tas de sites sur le territoire qui nous semble extrêmement important pour s'inspirer et développer sa connaissance de ce que c'est que la résilience d'un territoire aussi. Voilà. Donc ça, c'est les 3 piliers pédagogiques. Et maintenant, pour parler un petit peu plus en termes de diplôme, on a 4 formations là, à ce stade. Alors, je parle pas des formations courtes, formations professionnelles qui sont de 2 à 6 jours. Donc on a 4 diplômes, donc un bac plus 3 qui est en conduite de projet en faveur de la transition pour résiliente, désirable et solidaire, hein, vous avez saisi. Ce bac plus 3, donc il donne un bagage opérationnel sur toute la conduite de projet, mais du coup en appui et en logique à la fois avec l'ESS et à la fois avec la transition, avec ce que j'ai dit tout à l'heure pour penser, comprendre le monde. On va retrouver donc tous les détails des programmes, hein, bien sûr, sur le site internet. Vous allez sur études post-bac, programme bachelor et master. On va retrouver effectivement sur le premier pilier dont je parlais tout à l'heure, histoire économique,
économie politique, sociologie, etc., etc. Ensuite, dans les compétences, des choses qui peuvent vous paraître étonnantes, mais la connexion au vivant, c'est une vraie compétence. Prise de parole en public, l'écriture, les questions liées à l'économie sociale et solidaire, etc., etc. Et après, ça va monter en puissance, hein, bien sûr. Hein, le premier pilier va se réduire progressivement et les expériences et les compétences vont prendre de plus en plus de place au fur et à mesure des années. Et ensuite, on a 3 masters. Notre premier master qui, du coup, s'appelle planification opérationnelle de la transition, qui va proposer 3 spécialités qui regroupent en fait les silos de métiers de l'école, hein, concrètement, et du coup les attentes quand on veut travailler dans l'économie sociale et solidaire. La première spécialité qui tourne autour de l'éducation, du plaidoyer, de la communication, de la participation citoyenne, où on va plutôt former des personnes polyvalentes, un peu couteau suisse, parce que c'est ça dont on a besoin dans l'associatif notamment. Hein, c'est plutôt tourné vers l'associatif, cette spécialité-là, mais qui sont aussi spécialisés dans la transmission quand même, que ce soit à travers le grand public, que ce soit à travers l'éducation, que ce soit à travers la communication un peu plus classique, et puis la mobilisation citoyenne, bien sûr. La seconde spécialité qui est autour des politiques publiques, de la résilience des territoires, là, on va plutôt former des chargés de mission spécialisés sur le climat, l'énergie, la biodiversité, l'alimentation, la résilience des territoires, l'agriculture, la mobilité, bien sûr, plutôt pour en direction des collectivités, du parapublic, des groupes politiques, des cabinets de conseil. Donc là, on est vraiment comment est-ce qu'on pense le territoire aujourd'hui, demain, et qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on doit le penser par rapport aux questions d'adaptation liées au changement climatique, bien sûr, mais bien sûr à la préservation de la biodiversité, parce que j'évite d'être déprimant, mais j'aime bien rappeler aux étudiants quand même qu'on est dans un monde où il n'y a pas de changement climatique. On est quand même potentiellement sur des scénarios d'extinction massive dans les mêmes temporalités, parce qu'en vérité, l'effondrement de la biodiversité est évidemment assez peu corrélé au changement climatique, et pourtant on ne parle que de la question climatique. C'est assez fou. Bref, je ferme la parenthèse. Et donc la troisième spécialité, qui est liée plutôt à l'entrepreneuriat et le développement des organisations de l'ESS, est plutôt orientée entreprise pour le coup, mais ça peut être aussi certaines grosses associations et ONG, où là, on va plutôt former sur des fonctions support, de chef de projet, de chargé de développement, de recherche de financement, de coordinateur, de manager, des fonctions dirigeants, en fait, hein, tout simplement, dans ces organisations-là. C'est ce qui ressemble le plus à une école de commerce, même si nous, on se revendique pas comme tel pour des questions quand même pas mal philosophiques aussi, mais néanmoins, ça y ressemble, mais adapté du coup à l'économie sociale et solidaire. Ensuite, on a un master sup, un master en 1 an pour des personnes qui ont déjà au moins un bac plus 4, qui est globalement la même chose, donc je vais pas y revenir, mais qui est concentré en 1 an, donc plus chargé, mais qui permet du coup de répondre à des projets de reconversion diplômants. Ça, c'est important aussi. Et puis enfin, on a notre master en alternance qui s'appelle Transition écologique et organisation de l'ESS, qui est très orienté management, gestion de projet, droit du travail, gestion un petit peu RH aussi, un petit peu de communication, et puis bien sûr des savoirs constitués qu'on va retrouver aussi, hein, comme dans nos autres formations malgré tout, même si c'est moins centré sur ça et un petit peu plus sur le management, qui est un titre RNCP qui y est corrélé, qui permet donc d'offrir l'alternance. Est-ce qu'en intégrant une de ces formations, on accède à un... Ah oui, alors bah oui, on accède à un réseau, oui, ça c'est sûr. Tout à fait. En fait, le réseau de l'ESS, il est très très orienté à travers des réseaux constitués justement. Alors des réseaux thématiques parfois, mais aussi des réseaux de territoire et des réseaux d'ambition, on va dire. Les réseaux thématiques, c'est par exemple le réseau des embouteilleurs, enfin des réembouteilleurs plutôt des bouteilles de verre. Sur notre territoire, on a une organisation qui s'appelle Revera, qui avant s'appelait Rebouteille, qui va du coup être ceux qui vont sur le territoire consigner les bouteilles de verre dans les supermarchés, les épiceries, les événements, etc., etc. Ils ont l'objectif d'atteindre 1,8 million bouteilles l'année prochaine. Je suis administrateur moi de cette société-là. Donc ça c'est vraiment une entreprise locale, mais qui va faire partie d'un réseau national où on va retrouver une vingtaine de sociétés qui ont le même objectif, chacune sur son territoire, et qui ne rentrent pas en concurrence parce qu'on est dans l'ESS. Et ça c'est assez formidable. Il y a une logique de taille critique en fait réflexive. Ensuite, on a les réseaux de territoire. Je pense notamment à la chambre régionale de l'ESS, dont on est membre. Du coup, on va à tous les événements où il y a l'ESS local, etc., qui est présent. Quand je dis local, c'est régional, hein, donc c'est quand même déjà un rayonnement important. Et puis ensuite, on a les réseaux d'ambition dont je parlais tout à l'heure, l'opération en milliard, les licornes, où là, on va faire en sorte de rassembler l'ESS autour d'un objectif commun. En l'occurrence, un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est changer le modèle économique. Donc oui, nous, on fait partie de ces réseaux-là. Je vais pas dire le mot pistonné parce que ce serait, je pense, malvenu. Mais par contre, on met en relation de manière extrêmement importante nos étudiants anciens et actuels avec ces réseaux-là. On les immerge en fait, puisque les partenaires, je rappelle, font partie de la gouvernance et pour beaucoup enseignent au sein de l'école. Donc forcément, on crée énormément de réseaux à travers ça. Les métiers, alors je vais effectivement rapidement citer les spécialités, du coup des métiers qui sont corrélés. Sur le site internet, vous avez aussi une page métier, hein, si vous voulez.
Mais globalement, il faut vraiment penser en fonction des silos dont j'ai parlé tout à l'heure. Le silo plutôt associatif, qui est plutôt sur des métiers de transmission, de communication, de plaidoyer, de mobilisation, où on va vraiment être plutôt sur de l'action directe. Donc, c'est chargé de plaidoyer, c'est chargé de communication, c'est chargé de mission opérationnelle dans une association, chargé de mobilisation citoyenne dans un cabinet qui va travailler pour une collectivité, travailler pour une collectivité directement dans les assemblées populaires, les conseils de quartier, les budgets participatifs, bien sûr, etc. Et je pense aussi à des métiers de formation, animateurs auprès des publics jeunes, formateurs dans les entreprises, autour des ambitions parfois de RSE. Sur le second silo, on est vraiment plutôt sur des chargés de mission, hein. Je vais même pas donner de dot spécialement intitulées parce qu'il y en a à pléthore des chargés de mission, mais c'est des chargés de mission thématiques ou des chargés de mission thématiques, du coup, c'est par exemple l'alimentation, ou des chargés de mission autour d'un projet qui va être mené par une collectivité, un groupe politique, un cabinet de conseil, et qui est lié du coup au fait que cette entité-là a remporté un appel à projet. Je donne un exemple, la métropole de Lyon, je suis vice-président de la régie déchets, moi la métropole de Lyon, elle remporte un appel à projet auprès de Citeo, donc qui est l'éco-organisme qui s'occupe de tout le recyclage en fait en France, hein. Et du coup, à partir de là, elle va devoir embaucher un chargé de mission qui va mettre en place, ou plusieurs d'ailleurs, qui va mettre en place les objectifs de cet appel à projet, qui peut être en lien avec des événements de sensibilisation, qui peut être en lien avec une logique de réduction des déchets, qui peut être en lien avec le réemploi de certaines matières, le travail sur l'événementiel responsable. Il y a un énorme chantier en ce moment qui est lancé sur le territoire en France. Il y a énormément à faire, etc., etc. Et puis sur la troisième spécialité, c'est beaucoup plus, ça ressemble à ce qu'on trouve dans une école de commerce, hein, je le disais tout à l'heure, sauf que c'est pour le SS, management, chef de projet, recherche de financement, des fonctions support, hein, de dirigeants, de direction, etc., etc. On cherche aussi beaucoup à accompagner des entrepreneurs parce que 80% des solutions qu'il nous faut porter, bah, elles n'existent pas encore. Il faut encore accompagner des gens qui vont porter ces solutions-là. Les métiers que font les anciens élèves. Alors, l'école, elle va entamer sa troisième année, donc on n'a pas 40 000 anciens élèves, hein, pour être très, très concret. Néanmoins, on a des personnes, bah, qui correspondent à ce que je viens de dire, hein. On a quelqu'un qui travaille à la métropole de Lyon, dans la démocratie locale. On a des personnes qui travaillent, beaucoup sur les questions de transmission, d'éducation. C'est une spécialité qui plaît beaucoup quand même, et dans l'associatif en général. Beaucoup dans l'intelligence collective aussi, dans le voyage engagé, beaucoup. On a une association en France, n'importe quoi, à Lyon, dont on est très fiers, qui s'appelle On the Green Road, qui est un partenaire privilégié de l'école. On a aussi Univoyage, l'université du voyage, l'université populaire du voyage, avec qui on travaille beaucoup. Bref, pas mal d'acteurs liés à ça. Il y a des cours, hein, liés à ça, de toute façon, au sein de l'école. Donc, c'est assez demandé parce que c'est assez original. Il y a pas beaucoup de, enfin, je connais pas, moi, d'autres formations qui le font. Il y en a sans doute un, sur les questions de transition écologique, hein, j'entends, bien sûr, hein. Je parle pas des organisations, enfin, des formations traditionnelles. Voilà, on a des personnes qui travaillent dans des industries très précises, sur le compostage, sur le textile. On a des personnes qui travaillent également en tant qu'entrepreneurs, du coup, hein, qui créent leur organisation. Beaucoup sur l'alimentation, traiteurs, café associatifs, tiers-lieux. Beaucoup de gens qui travaillent aussi dans les tiers-lieux. C'est un truc très porteur parce qu'il y a beaucoup de financement européen. Bref, c'est assez varié, mais ça correspond bien au silo de métier dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les organisations de l'ECESS recrutent pas mal. Et ben, c'est assez étonnant parce que vous êtes peut-être pas sans savoir qu'on n'est quand même pas dans un épisode politique où on est très très favorable à l'ESS en France, hein. On a plutôt des suppressions de financement. Et pourtant, effectivement, l'ESS continue d'évoluer et de grossir. Ça s'explique de plein de manières différentes, mais du coup, c'est plutôt positif. Mais c'est aussi lié au fait que, bah, en fait, on est dans des mondes où on a envie de changer le monde et donc on se laisse pas abattre aussi si facilement, on va dire. Les types de profils, alors nous, il y a plusieurs choses à faire pour candidater. Je pourrais en reparler si vous voulez, mais c'est tout expliqué sur le site internet, hein, de toute façon. Mais donc, on a deux gros critères. Le premier, c'est vraiment, on cherche des profils qui ont un petit peu envie de changer le monde, hein. Ça, c'est vraiment important. La plupart du temps, quand on refuse des gens dans les candidatures, c'est qu'on se dit que c'est quelqu'un qui va pas du tout se plaire au sein de l'école. La deuxième raison de refus, c'est qu'on pense que c'est quelqu'un qui va être en difficulté au sein de l'école. Donc, c'est une question de niveau, on va dire. Donc, évidemment, on prend en compte aussi les résultats passés, même si vraiment la question, on pourrait dire entre guillemets la motivation, mais moi je préfère dire de ce profil un petit peu envie de faire bouger les lignes et de participer à ce changement est vraiment le plus important parce que c'est pas une motivation simplement à dire j'ai envie de rejoindre Ecologica, c'est une motivation aussi à tout ce qu'il y a autour, hein, dans qu'on est en train de se dire depuis tout à l'heure.
Les formations coûtent combien? Alors, c'est une question qui est plus complexe que dans d'autres endroits. Donc c'est une école privée, donc à partir et indépendante. Je dis indépendante parce que, la quasi-totalité des écoles privées appartiennent à quelques gros groupes financiers qui sont pas toujours très jolis, hein, c'est important de le savoir. Donc, indépendante, ça veut dire qu'on n'est pas, il y a pas des gens au-dessus de nous qui nous disent, combien ça doit coûter, ça c'est important aussi et privée par contre ça veut dire qu'il y a pas de financement, d'État. C'est pas financé par le ministère de l'enseignement supérieur, hein, que ce soit diplôme d'État ou pas, c'est pareil, hein, de toute façon. Donc de base, le coût, sur le de toute façon, c'est tout est indiqué aussi sur le site, hein, mais pour le bac+3, c'est 6 006 l'année. Sur le master, c'est 7 000. Sur le master sup, c'est 7 500. Pour le master en alternance, il y a aucun financement puisque c'est pris en charge par les OPCO, que vous êtes sur le format alternance, donc vous avez rien à débourser. Il y a pas de f ce que je vous dis là, c'est vraiment tout compris, hein. Il y a pas de frais de remise à niveau, de frais de dossier et cetera. Moi, c'est vraiment un truc qui m'insupporte quand on vous dit un prix et puis qu'ensuite on vous dit: «Ah, en fait, il y a aussi 200 € de frais de dossier». Beaucoup de gens qui font ça, nous, on a un prix, c'est clair et c'est que ça. Par contre, vous avez des frais de scolarité qui peuvent être réduits en fonction de la situation sociale. Alors, il y a des places limitées par contre, parce que si on fait ça pour tout le monde, on s'en sort plus. Mais l'idée, c'est de pouvoir rentrer à l'école, de pouvoir baisser le prix à 4 000, 2 500, voire 1 000 €. Voilà, et puis il y a tout un ensemble de choses aussi liées à la qualité de vie étudiante dont je vais parler tout à l'heure. On a notamment un gros partenariat avec un bailleur social qui propose des logements vraiment pas chers sur Lyon, et ça aide quand même beaucoup, ça fait la différence. Donc voilà, tout dépend un peu de votre situation, mais globalement, on est sur des prix du privé en un petit peu moins cher. Voilà, sachant que en fonction de la formation, c'est plus ou moins possible parfois de travailler à côté. Et si on est en alternance, évidemment, c'est beaucoup plus facile, y compris quand on est sur un format initial dans le diplôme en alternance, puisque c'est le même rythme. Si je suis actuellement en BTS-GPN, est-ce que le master peut être intéressant pour moi? Ou bien je vais revoir des notions. Alors non, vous ne verrez pas du tout des choses que vous avez étudiées en BTS-GPN, il y a aucun souci là-dessus. On a l'habitude d'avoir des gens qui sortent de BTS-GPN. Moi, je vous encourage aussi à faire la 3e année au sein de l'école parce que ça permet quand même de pas mal se mettre en déjà, il y a pas de, d'épreuve de passage quand on est déjà Ecologica pour rentrer en master, donc c'est sûr que ça facilite les choses. Il y a quand même des épreuves écrites et tout pour entrer en master. Mais non, vous verrez pas du tout les mêmes choses. Vraiment, il y a quasiment rien en lien. Peut-être vite fait quelques notions sur le droit de l'environnement, mais sinon, n'hésitez pas à aller voir le programme, hein. On n'est vraiment pas du tout sur les mêmes débouchés par contre, hein. Si vous voulez travailler en tant que gestionnaire de forêt, faut pas venir chez nous, hein, c'est pas du tout nous, hein, ça c'est clair. Si vous voulez, sur les questions de transition, vous avez, les écoles d'ingé, c'est pas nous, les écoles naturalistes, c'est pas nous. Nous, on est vraiment orientés ESS et du coup transformation, des modes de société avec tout ce que j'ai évoqué, tout à l'heure. Même si on a des choses en lien sur la connexion au vivant, sur les enjeux environnementaux, hein, mais on va pas les voir de la même manière et surtout on va pas dire les mêmes choses. Ça va pas être les mêmes contenus, même si l'intention, sur ces cours-là, reste parfois la même. Alors oui, c'est 100 présentiel, ouais. On fait pas du tout de distanciel, pour plein de raisons, et notamment pédagogiques. On n'est pas très, très fan. Mais oui, oui, c'est en présentiel, quand on fait du distanciel, c'est vraiment, exceptionnel. Nous, on n'est pas orienté humanitaire, hein, tout simplement, hein. On peut faire de l'humanitaire en sortant d'Ecologica, hein, c'est possible, hein, vraiment, hein. On a des enseignements là-dessus, on a du réseau et des enseignants spécialisés, mais néanmoins, nos formations initialement sont pas orientées humanitaires, quoi. Il y a des compétences en corrélation, mais notre leitmotiv, on va dire, il est pas initialement orienté humanitaire. Donc, jusque-là, non, j'ai pas la sensation qu'on se marche dessus. Il y a des écoles avec qui on se marche dessus, ça c'est clair, hein, mais c'est plutôt des écoles qui pour moi sont dans des logiques quand même très proches du greenwashing, quoi. Ce qui est pas le cas de Bioforce. Sur, toutes les candidatures, en fait, vous avez, 3 étapes. La première, c'est du coup le dépôt d'un dossier directement sur le site internet. Là-dessus, vous avez tout qui est expliqué, hein, mais de toute façon, c'est, justificatif du dernier diplôme obtenu, donc bac pour le bac+3, bac+3 pour les masters. Document de motivation qui peut prendre la forme d'une lettre, d'un audio, d'une vidéo, ce que vous voulez. Enfin, c'est assez, libre. Nous, on veut vraiment un format qui vous plaise pour un peu voir votre profil et pourquoi cette candidature. Relevé de notes, CV, et cetera, enfin les documents un peu classiques. Il y a un questionnaire à compléter aussi sur les questions d'inspiration. Le dossier va être étudié, il va avoir une préadmission ou non. Si après admission, ensuite, dans le cas de certains masters, il y a une épreuve écrite. C'est précisé aussi sur le site, hein, cette épreuve écrite, c'est pas un concours, hein. C'est pour vérifier la cohérence et le niveau. C'est à réaliser en une dizaine de jours en autonomie. Une épreuve écrite qui tourne autour des questions de transition écologique, hein, clairement. Voilà, et puis en parallèle, vous avez un jury, donc un entretien avec le jury, qui est toujours composé d'un enseignant et d'un salarié au sein de l'école,
c'est quasiment jamais moi qui fais les jurys pour info, parce que je parle quasiment à tout le monde avant, candidature. Donc, je considère qu'il y aurait pas de plus-value particulière à ce que ça soit moi. Mais du coup, il y a d'autres salariés, hein, au sein de l'école, dans la communication, la coordination péda, la formation professionnelle, l'insertion pro et cetera. C'est plus eux qui vont faire ça et donc en enseignant, dans le cadre de la gouvernance partagée, les enseignants participent aux admissions également. Et donc une fois passées ces 3 étapes, il y a une réponse, donc il se passe entre 2 et 4 semaines à peu près entre, le dépôt de la candidature et la réponse. Et des conseils, franchement, si vous postulez et que c'est avec l'intention un petit peu de ce que j'ai dit tout à l'heure de envie de faire bouger les lignes et que vous croyez et que vous y croyez, il y a pas de raison que ça se passe mal. Nous, on cherche vraiment à trouver la cohérence entre votre profil, votre parcours, entre vos objectifs aussi de projet professionnel. Ça, c'est hyper important. Alors si c'est pour, juste après un bac, c'est normal que ça soit pas hyper clair. Mais par contre, vos objectifs, vos ambitions, avec les parcours qu'on propose, le réseau qu'on vous met à disposition. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et puis de pas hésiter à venir aussi, notamment au jury, avec vos propres questions, parce que nous, on aime aussi les personnes qui sont curieuses et qui cherchent aussi à comprendre et à avoir envie aussi de s'impliquer dans cette gouvernance, dans cette expérience, parce que plutôt qu'on ne forme pas que des étudiants, on forme des acteurs quoi, au sein de l'école. On peut faire la L3 après un BTS GPN. Oui, tout à fait, ouais, il faut un bac+2 pour faire le bac+3 quoi, tout simplement. Il y a un maximum de 30 personnes par promo, sachant qu'il y a des promos qui sont plus ou moins complètes en fonction des niveaux, hein, clairement. Clairement, on a beaucoup plus de demandes sur les masters que sur le bac+3, hein, pour le dire très vite. Donc c'est 30 maximum par promo. Est-ce que vous avez un nombre minimum de places pour des étudiants extérieurs de votre école? Non, il y a pas vraiment de nombre minimum. En fait, ça dépend des places disponibles en fonction de ceux qui passent du coup du bac+3 au master. Globalement, je n'ai pas envie de donner des chiffres staliniens, mais le taux de satisfaction, il est très, très, très important, on va dire. Ce qui fait que les gens continuent, quoi, hein, globalement. Quand les gens font un bac+3 chez nous, ils font ensuite le master. Parfois, ils prennent une année sabbatique et après, ils reviennent, hein, mais par contre, ils le font le master. Ouais. Il y a pas de répétition. Enfin, moi, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'écoles où les gens ne font pas les masters dans les écoles parce que les gens disent que c'est une redite par rapport à ce qui a déjà été dit. Alors moi, je sais pas, j'en sais rien, je n'ai pas vérifié. Mais du coup, là, c'est clairement pas le cas, hein. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. N'hésitez pas à nous écrire à travers le site. N'hésitez pas, hein, on met en relation très facilement avec des étudiants. Les étudiants ont l'habitude en plus et ils sont très preneurs pour pouvoir échanger directement avec quelqu'un qui vous ressemble et qui a envie de faire qui fait le parcours que vous avez envie de faire. C'est toujours un peu plus inspirant que de parler juste à nous ou clairement, en fait, on ne sait pas. Autant je vous raconte n'importe quoi depuis tout à l'heure et je mens. Donc, non, mais je dis ça pour rire à moitié parce que forcément, on est toujours plus inspiré par des personnes qui font ce qu'on a envie de faire et qui nous ressemblent. La reco d'un livre, hein, oui, bien sûr, mais alors là, ça va être compliqué de choisir. Si vous êtes, très, très, académique, que vous aimez bien aller plonger un peu dans le projet de société, dans les idées, dans la philosophie et cetera, je peux que vous conseiller Ecologica puisque le nom de l'école, est le nom d'un livre à la base, en fait, hein. Ecologica qui est un livre d'André Gorz, qui est un auteur majeur de l'écologie politique et donc permet assez bien, je pense, de comprendre la philosophie de l'école. Et si vous voulez, on va dire un petit peu plus être dans l'inspiration, dans les idées, dans la motivation, dans l'envie de faire bouger les lignes et d'y croire et cetera. Moi, un bouquin qui m'a beaucoup inspiré à l'époque, qui est tout petit, hein, c'est 20-25 pages, hein, donc vraiment on n'est pas du tout sur la même logique qu'Ecologica, même si c'est pas énorme non plus Ecologica. C'est Indignez-vous de Stéphane Hessel qui est, si je ne m'abuse, est sorti en 2012, hein, ça commence à faire. Mais Stéphane Hessel qui était un résistant de la Seconde Guerre mondiale et qui faisait un parallèle très fort dans ce petit ouvrage entre, ce qu'il a vécu en tant que résistant face au nazisme, à la résistance, auquel on fait face, sur les questions de destruction du vivant en fait et je trouve ça assez fabuleux. Voilà, je vous remercie. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un avis et à partager autour de toi. Tu peux retrouver tous les liens utiles dans la description. Pour rappel, retrouve comment aider les associations partenaires sur mon site conservationjourney.org ainsi que toutes les ressources pour t'orienter. Il y a autant de manières de s'engager pour la préservation de la biodiversité qu'il n'y a d'humains, alors j'espère que ce podcast et toutes mes ressources vous aideront à trouver la vôtre. À bientôt dans un nouvel épisode.